Avant de quitter mi-avril l'Élysée pour une nouvelle carrière dans le privé à la Société Générale, Alexis Kohler a signé son départ d'un magnifique bras d'honneur au peuple français et à ses représentants en refusant d'être auditionné par la commission d'enquête sénatoriale au sujet du scandale Nestlé Waters. Ce refus, le désormais ex-secrétaire général de la présidence, qui jusqu'au dernier moment a pris au téléphone les patrons de la multinationale, inquiets de la tournure des événements et soucieux de préserver leur business, le haut fonctionnaire l'a décidé pour protéger son patron, au nom d'une histoire ancienne, pour éviter d'en livrer les secrets. Entre Emmanuel Macron et Nestlé, c'est en effet une longue histoire, marqué par un deal retentissant, le rachat en 2012 par la multinationale suisse de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer. Cette opération a été réglée par un jeune loup de la banque Rothschild, Emmanuel Macron en personne. En économie, l'annonce était dans l'air depuis quelques jours. Nestlé vient de la confirmer. Le géant veuvezan rachète la division nutrition infantile de Pfizer pour près de 11 milliards de francs suisses. Nestlé conforte ainsi sa place de numéro 1 sur le marché du lait pour bébé. Valérie Demierre. Pfizer Nutrition possède un portefeuille de marques à fort potentiel, un bon département de recherche et développement et un excellent positionnement géographique. Cela va améliorer notre avantage compétitif. Ce genre de réussite se rémunère rubis sur l'ongle. Quand ils arrivent à leur fin, les banquiers d'affaires sont en effet grassement récompensés. Emmanuel Macron s'en est souvent vanté. Son passage dans le privé lui a offert son indépendance financière. Ce deal Nestlé-Pfizer est en quelque sorte fondateur. Il a construit la légende de Macron, celle d'un génie. Qualifié de dantesque par la presse, il a ébloui les socialistes en passe de revenir au pouvoir et François Hollande. Cette réputation de Mozart de la finance a pesé lourd dans la suite de son parcours, lui permettant d'avoir la main sur les affaires économiques du pays à l'Élysée auprès de Hollande, puis de s'installer au ministère de l'économie. La suite de l'histoire, chacun la connaît. Pourtant, le fruit et la rétribution de ce coup de maître n'apparaissent pas dans les différentes déclarations aux autorités de contrôle d'intérêts, de revenus et de patrimoine déposées par celui qui, après sa période Rothschild, a été successivement secrétaire général adjoint de l'Élysée, ministre de l'économie et enfin président de la République française. Quel contraste avec, là encore, cette apparition qui a un caractère de gravité et de solennité évident et qui a été conçu pour cela. On peut largement s'interroger. Les Français se sont d'ailleurs interrogés il y a quelques années, au moment où on a découvert les déclarations de l'ex-banquier candidat à la plus haute fonction de l'État. Ni son patrimoine, ni ses rémunérations ne semblaient à la hauteur de ce qui est la norme pour un banquier d'affaires au sujet duquel la presse économique et les journaux ont multiplié les articles laudatifs et sur lequel toute la sphère financière, médiatique, politique et institutionnelle s'est ébahie. Certains ont cherché à comprendre, sans parvenir à percer le mystère. Ils n'ont pas cherché là où il fallait, au bon endroit. Face à cette énigme, un homme s'est accroché. Il connaît bien les milieux d'affaires, les multinationales, le capitalisme et les règles de la finance. Pendant des mois, il a traqué la moindre information qui parvenait à percer le mur, échappé par des voies parallèles le plus petit élément permettant de comprendre et recoller les morceaux du puzzle. Patiemment. À sa suite, Blast est reparti à son tour sur les traces des millions disparus d'Emmanuel Macron. Nous avons fait un crochet par Bruxelles notamment, mais aussi une plongée dans les coulisses des conseils d'administration et des assemblées des entreprises, consulter des dizaines de documents que cet enquêteur tenace a retrouvés et compilés. Et nous avons fait des découvertes. Ces éléments, cette enquête, ces documents permettent pour la première fois de chiffrer ce que Nestlé a versé à la banque Rothschild, l'employeur d'Emmanuel Macron, en rétribution du fameux Big Deal de 2012. Et nous avons pu établir l'estimation des montants dus aux banquiers gérants devenus chefs de l'État. Nous avons encore sollicité d'autres experts, un ancien ministre et aussi interrogé Rothschild et l'Élysée. Nous sommes arrivés à une certitude. Ça coince, vraiment. C'est ce qui ressort de la nouvelle enquête de Blast, signée Christophe David, à la recherche des millions envolés du président de la République. En Macronie, on est fasciné par la réussite. On admire ceux qui ont fait fortune, à qui la vie a souri, au-delà du raisonnable et du nécessaire.
Plus il y en a, mieux c'est, pour dire les choses trivialement. Dans ce petit monde, comme dans un premier livre raté de Donald Trump ou un roman financier de Paulus Sulitzer, on aime le succès pour le succès. On se flatte de tutoyer les PDG, donner l'accolade et taper sans manière sur l'épaule des grandes fortunes ou du premier milliardaire qui passe par là dès qu'on en croise un. Celui-là est nécessairement un ami, même s'il ne le sait pas ou qu'on ne le connaît pas, ni surtout comment sa fortune a été bâtie. Cette fascination par principe, Beat, le premier des macronistes la partage, lui qui a bâti son ascension sur la flatterie des puissants et le name-dropping pour se prévaloir et se revendiquer de à l'esbrouf. Au bon fake macroniste, peu importe la pertinence et la réalité d'une réputation. Ce qui compte, c'est parvenir à l'établir, s'appuyer dessus pour la monnayer et en faire une situation. C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a surgi sur le devant de la scène publique et médiatique au cours de la décennie 2010. Avant de se consacrer à la chose publique, le jeune premier a passé un peu plus de 4 ans chez Rothschild. Dans le milieu des affaires et de la finance, Rothschild est une maison aussi réputée que recherchée, qui a la réputation par ailleurs de très bien traiter ses collaborateurs. L'univers des fusions et des acquisitions, les M&A en anglais, est un monde à part. La banque d'affaires, c'est de l'adrénaline en barre à très haute dose. C'est là où se préparent, s'imaginent et s'accompagnent les gros coups, ces deals à plusieurs centaines de millions d'euros et même milliards, qui feront les gros titres de la presse spécialisée, redessinant le périmètre des entreprises, reconfigurant l'industrie, les marchés et décidant du sort des salariés et des économies nationales. La FUSAC, comme on dit entre initiés, c'est vivre le grand casino en permanence avec le jackpot comme obsession et horizon ultime. Macron a délibérément choisi la banque d'affaires et Rothschild en particulier. Il s'est toujours félicité de ce choix, expliquant qu'il a assuré son indépendance financière et par rebond sa liberté politique. De quoi le mettre, ce sont ses propres mots, à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours. Vous avez également, pour continuer, toujours dans cette espèce de fantasme, si j'ose dire, qui peuvent poser quelques problèmes à la gauche, été quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent en peu de temps. Vous avez dit 4, tout ça est transparent. D'ailleurs, je suis pas en train de faire des révélations. Quelques 3 millions d'euros. Alors, pour nous, ça semble beaucoup pour les banquiers. Il paraît que c'est pas énorme. Est-ce qu'on peut très clairement, dans la conception générale, être de gauche et riche? Ou alors, est-ce qu'on a quelque chose à se faire pardonner? On peut être de gauche et réussir. Alors, est-ce que l'argent est synonyme de la réussite? Non, parce que c'est le point sur lequel je voulais arriver. C'est que je ne me considère pas comme riche. J'ai d'ailleurs, comme tous mes collègues, fait à la fois une déclaration de patrimoine et d'intérêt, ouais. Et vous avez pu constater que je n'étais pas à l'impôt sur la fortune et que je n'étais pas multimillionnaire. Une fois au cœur de la machine d'État, à son sommet, l'ex-banquier a déposé 3 déclarations sur ses revenus, son patrimoine et ses intérêts. Une première en octobre 2014, après avoir été nommé en août de cette année-là ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du gouvernement Valls. Puis une seconde en octobre 2016, quand il se lance à la conquête de l'Élysée. Et une troisième et dernière en mars 2022, quand il postule à sa réélection. Ces déclarations ont été très scrutées, évidemment. Elles sont faites pour ça. Celle du candidat Macron de 2017 en particulier, avait provoqué énormément d'interrogations, beaucoup avaient tiqué, suscitant des discussions sans fin sur les réseaux sociaux, chacun y allant de son hypothèse, de préférence sur un ton péremptoire. Il y avait de quoi s'étonner d'une situation incongrue. Le patrimoine net affiché par le déclarant à la HATVP, l'homme qui avait la main sur l'économie du pays, l'ami des patrons dont on vantait le génie des affaires et la réussite, le classait dans la catégorie des moins bien dotés parmi les 11 candidats en lice, où étaient rangés Nathalie Arthaud, l'égérie de la lutte ouvrière finale, ou Philippe Poutou, ouvrier de l'industrie automobile et adversaire déclaré du capitalisme. C'est ainsi qu'est né le mystère des millions fantômes du président de la République, sans, au final, que personne ne parvienne à expliquer l'inexplicable. Les autorités de contrôle, chargées de valider et contrôler ces déclarations et la réalité de ce qu'elles indiquent, ont donné quitus à ce déclaratif sans chercher plus que ça. Et on est passé à autre chose, même si tout le monde a bien senti qu'il y avait un problème manifeste. Un Français expatrié à Bruxelles n'a pas lâché l'affaire. Christian Savestre est un spécialiste de la finance. Il a travaillé pendant des années pour des grands groupes et des multinationales comme directeur financier, au contact des grands cabinets d'audit et de conseil. Il milite chez Attac. Il sait que la capacité à analyser, lire et décrypter la finance est un enjeu majeur pour le citoyen. J'ai décidé de m'intéresser à tout ça de
de manière discontinue. J'ai commencé fin 2017, mais Macron était déjà élu, et j'avais été interpellé par le fait que le même jour, il démissionne de chez Rothschild, à savoir le 15 mai 2012, et qu'il rentre le même jour, donc comme secrétaire général adjoint, chargé de l'économie auprès du nouveau président de la République, François Hollande. Ça m'avait interpellé, parce que quand on a bossé dans des multinationales à des postes de responsabilité, quand on commence par rentrer dans une nouvelle boîte, on témoigne formellement qu'on n'a pas d'intérêt contraire à ceux de la boîte où on rentre comme responsable. Et puis, après, j'ai commencé à travailler sur ce que pouvait être le groupe Rothschild. C'est là que j'ai découvert que c'était un groupe bancaire finalement de taille pas très importante, mais très très implanté, dans 250 filiales à peu près dans le monde, dont plus d'une centaine dans des paradis fiscaux, donc ça interpelle quand même. Et j'ai décidé de m'y plonger en allant vraiment très loin dans l'analyse, notamment des rapports annuels de la société holding qui consolide les 250 filiales du groupe et qui s'appelle Rothschild & Co. Et comme à l'époque c'était une boîte cotée en bourse, on a des rapports annuels de 250 à 300 pages qui, si on a l'envie et un peu le courage de s'y plonger, donnent quand même des informations intéressantes. Quand on est journaliste, on connaît tout ça dans les médias. On est parfois alerté par des professeurs Nimbus qui croient avoir révélé des choses extraordinaires, sont parfois obsessionnels, etc. Donc quand un Christian Savestre vient en disant « j'ai des révélations sur Macron », on garde toujours ça avec beaucoup de prudence, un peu de suspicion. On se dit « bon, c'est quoi cette énergumène ? Est-ce qu'il a vraiment enquêté ?» Et puis donc on s'est plongé dans tout son travail. On a vu le nombre de documents qu'il a pu extraire du groupe Rothschild, qui est pourtant pas un groupe qui brille par sa transparence. Et j'ai été frappé par la rigueur de son travail, la rigueur de son raisonnement. Et donc on a accordé crédit évidemment à son étude, à ses questionnements, qu'on reprend, qu'on complète, et puis donc qui nous a amené nous-mêmes à interroger l'Élysée sur toutes les incohérences qu'il met en avant. La société dont Macron déclare qu'elle est la seule à lui procurer des revenus professionnels ne publie pas ses comptes. Pourquoi ne les publie-t-elle pas ? Parce qu'elle a une forme juridique qui s'appelle société en commandite simple, qui permet donc de ne pas publier ses comptes. C'est secret parce que ils sont censés être une agence matrimoniale. Le banquier d'affaires, c'est une agence matrimoniale qui cherche en permanence à marier des entreprises, à les convaincre, de leur dire ça, ce serait une très belle opération, dilutive, créateur de valeur, etc. Machin. Et donc, c'est des gens qui passent leur temps à aller voir des dirigeants en leur disant j'ai un super projet pour vous, etc. Bon, voilà. Ils se présentent même parfois comme des prostituées eux-mêmes. Le banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, évidemment, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Quand on tape sur Internet Rothschild et compagnie, on voit dans toutes les sites de renseignements financiers, pas de renseignements financiers. Mais c'est pas parce que elle ne publie pas ses résultats financiers qu'elle ne doit pas publier un certain nombre d'informations légales. Et donc, quelles sont ces informations légales auxquelles on peut accéder concernant Rothschild et compagnie ? C'est notamment les statuts, les modifications statutaires, les nominations de nouveaux gérants, les démissions d'anciens gérants, etc., etc. Et ces statuts, c'est le règlement de la société, bon, c'est très rébarbatif, mais on apprend des choses. On apprend notamment comment les associés gérants sont rémunérés. Et on apprend aussi, c'est prévu dans les statuts, comment un associé gérant qui démissionne en cours d'exercice comptable est rémunéré. Et donc ça, ce sont deux informations essentielles dans la démonstration qu'on a cherché à administrer. En parcourant à peu près 20 années de publications données légales sur Rothschild et compagnie, par le plus grand des hasards, je tombe sur 4 années
où je trouve des résultats financiers. En fait, pourquoi ça s'est passé? C'est parce que les associés, à un moment donné, par souci d'efficacité, ont dit on fait une assemblée générale où on approuve les comptes, et donc la personne qui aurait dû prendre ses ciseaux et puis découper la partie financière a oublié de le faire. Ce qui fait qu'on découvre les résultats financiers pour 4 années. Comme il y a des informations historiques qui sont fournies pour l'année publiée, on arrive à 9 années de résultats, ce qui permet de découvrir plusieurs choses. 1, c'est une société où 100% du résultat est distribué. C'est quand même très rare. Hein. Alors, il est distribué à qui? Il est distribué aux associés gérants personnes physiques. Chaque année, il y en a 20 ou 21. Macron en fait partie. Aux associés gérants personnes morales, il n'y en a qu'une, en l'occurrence, qui détient l'essentiel des parts. Les autres détiennent une part. Et puis, la partie distribuée à l'associé commanditaire, qui est une société du groupe Rothschild. Et donc, on est en mesure de dire que, en moyenne, pour 100 millions de résultats globaux, ils se voient distribuer, eux, associés de personnes physiques, à peu près 1 100 000, 1 200 000 par an, en moyenne, pour chacun des 20-21. Un associé gérant, il a, compte tenu de la part qu'il détient et qu'il a acheté 16 €, il a droit à une part du résultat annuel. Cette part du résultat annuel, par exemple, 2011, elle n'est connue que le 31 mars 2012, quand l'Assemblée générale se réunit. Mais en 2011, il faut bien que l'associé gérant y vive. Il ne peut pas attendre le 31 mars 2012 pour toucher l'argent. Donc, le premier associé gérant, qui est le grand patron du groupe tout entier, David de Rothschild, il détermine un programme d'avance mensuel. Et donc, chaque année, un associé gérant, sa rémunération elle est composée de 2 choses, les avances et le solde, une fois que le résultat est connu. Emmanuel Macron a eu l'occasion à 3 reprises de faire des déclarations à la fois d'intérêt et de patrimoine. En 2014, lorsqu'il est devenu ministre, en 2017, lorsqu'il était pour la première fois candidat à l'élection présidentielle, et en 2022, pour son 2e mandat. Ces différentes déclarations, qui sont à la fois sont appelées des déclarations d'intérêt, qui portent à la fois sur les rémunérations, mais aussi sur les intérêts, les engagements privés, et déclarations de patrimoine, comportait de nombreuses incohérences. On se souvient que dans une déclaration de patrimoine, Emmanuel Macron déclarait des actifs légèrement supérieurs à ceux de Poutou, ce qui avait à l'époque beaucoup amusé. Les confrères se sont déjà intéressés à cette question, mais on apporte des éléments nouveaux, vraiment nouveaux. D'abord, on a découvert le montant exact des honoraires que Rothschild a perçus lorsque Emmanuel Macron, par l'intermédiaire d'Emmanuel Macron, Nestlé a signé un énorme deal avec Pfizer pour le rachat de sa branche nutrition infantile. Ce montant, jusqu'à présent, n'avait jamais été dévoilé. Il est de l'ordre de 100 millions de francs suisses. Qui donc sont le montant des honoraires que Rothschild a perçus pour cette opération. Donc ça, c'est un premier élément intéressant. Le deuxième, c'est que quand on regarde la chronologie des déclarations d'Emmanuel Macron, pour rappel, quand vous faites une déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, vous revenez sur les 5 dernières années de vos rémunérations. Donc on a les déclarations d'Emmanuel Macron sur les 4 années où il a été successivement salarié puis associé gérant chez Rothschild. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que la rémunération à laquelle il pouvait prétendre pour ce fameux deal n'apparaît nulle part. C'est un trou noir, c'est-à-dire que dans les déclarations qu'il fait, on trouve pas trace de ce deal, et donc on a interrogé l'Élysée sur ce mystère. L'Élysée nous a répondu de façon très obscure et n'a absolument pas éclairé ou apporté d'explications claires à ce trou noir. Alors, ce deal Nestlé-Pfizer a une importance très grande dans la vie de Rothschild, parce que Nestlé n'était pas un client
de Rothschild. Et c'est donc Emmanuel Macron qui apporte ce nouveau client, et pas des moindres, à la banque. Comment il l'apporte? Sans doute que c'est les relations privilégiées qu'il avait nouées avec Peter Brabeck, qui était à l'époque le PDG de Nestlé, au sein de la commission Attali. Peter Brabeck était membre de la commission Attali, ont sans doute joué. Dans cette commission Attali, il y avait aussi le directeur juridique de Nestlé, avec lequel également Macron a pu avoir des contacts. Et donc ces contacts privilégiés lui ont sans doute permis, j'allais dire, de mettre un pied dans la porte du groupe et de faire avancer ce dossier. Ce deal, évidemment, aujourd'hui, il a un écho un peu particulier, puisqu'on sait à quel point l'Élysée s'est préoccupé ou mêlé du fameux dossier Nestlé Waters et des contournements de la loi que, semble-t-il, le groupe suisse a opéré avec la bienveillance de l'État français, que ce soit avec Perrier ou avec les eaux minérales des Vosges. Dans cette affaire, Nestlé n'a pas respecté la loi. Nestlé, encore aujourd'hui, ne respecte pas la loi. Le gouvernement le sait, l'Élysée le sait. On ne peut pas s'empêcher de penser que les liens privilégiés qu'avait Emmanuel Macron avec le groupe Nestlé ont pu jouer dans ce dossier d'aujourd'hui. L'autre question, c'était d'évaluer ce que potentiellement le banquier d'affaires Emmanuel Macron aurait pu toucher avec ce deal. On est sur des spéculations, évidemment, mais enfin, on a quand même, dans le monde des banques d'affaires, on a quand même des repères. Et donc, si on prend une commission de 5%, qui pourrait être un pourcentage à peu près crédible, on peut estimer que potentiellement, Emmanuel Macron pouvait prétendre à 3 voire 4 millions d'euros sur ce deal. On explique pourquoi dans notre enquête, il ne les a pas touchés officiellement. Alors c'est un aspect un petit peu juridique, mais pour y prétendre, il aurait fallu qu'il soit membre, associé gérant de Rothschild jusqu'à la fin de l'année 2012, année pendant laquelle le deal est signé. Or, il part en mai. Donc, théoriquement, il a renoncé à une rémunération de cet ordre-là, 3-4 millions d'euros. Donc voilà. Donc ça pose évidemment des questions énormes. Est-ce que Rothschild a roulé dans la farine Emmanuel Macron? Bon, on peut en rigoler. Est-ce que Emmanuel Macron a renoncé royalement à une rémunération aussi conséquente? Ou est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui ont pu être pris? Évidemment, l'Élysée n'a pas clairement répondu à ces questions, a même donc répondu qu'il ne voyait pas de quoi nous parlions. Quand Macron déclare, par exemple, au titre de 2011, 720 000 euros arrondis de revenus, de bénéfices industriels et commerciaux, c'est-à-dire des honoraires, comme s'il était indépendant, eh bien, c'est uniquement des avances, puisque avant, l'année précédente, il n'était pas associé gérant. Donc, on est déjà à peu près en année pleine, puisqu'il est devenu associé gérant le 11 février, à près de 800 000 euros d'avance. Donc, ça veut dire que, grosso modo, sur une année qui inclut le solde du résultat, il a grosso modo 1 200 000 euros. Mais l'écart entre 800 000 et 1 million, ça ne peut pas couvrir la rémunération qu'un associé gérant qui a fait un deal à 9 milliards d'euros, en l'occurrence le deal Nestlé-Pfizer, a droit. Et quand il déclare la première année 800 000 euros en 2011 plus le solde en 2012, il a fait que 2 petites transactions dont le total est de 500 millions d'euros. Donc, quand il fait une transaction à 9 milliards, c'est 17 fois plus que les 2 transactions qu'il a faites, le compteur devrait exploser.
Donc, au-delà de la démonstration qui prouve que uniquement à cause de la chronologie des faits et à cause des dispositions statutaires, il ne peut pas avoir été rémunéré en 2012 au titre de la transaction Pfizer-Nestlé, on sait aussi par une autre approche, qui est une approche par les chiffres, que ce qu'il a déclaré ne peut pas couvrir ce à quoi il avait droit au titre de la transaction Pfizer-Nestlé. La deuxième question nouvelle qu'on pose, qui n'avait jamais été soulevée, c'est que dans les déclarations d'Emmanuel Macron, il y a une part importante de revenus de son portefeuille d'actions. Il a déclaré qu'il avait un portefeuille d'actions au sein du groupe Rothschild et les dividendes qu'il en tirait étaient très conséquents, de mémoire plus de 300 000 euros. Donc pour dégager 300 000 euros de dividendes, il faut avoir un portefeuille considérable d'actions. Il n'a jamais éclairci dans ses déclarations à quelle action ces dividendes correspondaient. Et on ne trouve pareil aucune trace de la vente de ces actions. Donc, deuxième gros mystère que nous mettons en avant, qui n'avait jamais été soulevé, qu'est devenu le portefeuille d'actions d'Emmanuel Macron. Sur 2011 plus 2012, il déclare plus d'1,5 million d'euros de dividendes. Ça veut dire que le portefeuille qui génère ces dividendes, c'est selon les hypothèses qu'on fait en termes de taux de rendement, ça peut aller jusqu'à entre 4 et la fourchette est large, mais entre 4 et 9 millions. Donc c'est quelque chose d'énorme. Mais il ne donne pas la valeur du portefeuille d'actions correspondant, et 2, il ne divulgue pas les noms des sociétés. Il dit c'est des dividendes qui proviennent de sociétés du groupe Rothschild. Mais d'abord, on n'est pas forcé de le croire. Il pourrait provenir d'ailleurs. Et puis après, dans ce groupe, moi je le rappelle, il y a quand même plus de 100 filiales sur les 250 à l'époque qui sont dans des paradis fiscaux. Il y a quand même 32 filiales dans les îles anglo-normandes. Il y en a 16 au Luxembourg. Il y en a 3 à Curaçao. Il y en a 2 ou 3 dans les îles Vierges britanniques. Donc finalement, il pourrait très bien, il ne dit même pas si les sociétés où il a des parts sont des sociétés françaises ou étrangères. Donc potentiellement, on peut se dire, pourquoi pas. Malgré tout, on connaît une société où il a eu des parts. Et ça, c'est une autre histoire. C'est la financière Rabelais, qui fait partie aussi du groupe. Et qui, d'ailleurs, de mémoire, est l'associé commanditaire chez Rothschild et compagnie. Pourquoi on est au courant de ça? C'est parce qu'en 2012, il s'est passé beaucoup de choses en 2012, le groupe Rothschild, qui s'appelait à l'époque, non pas Rothschild & Co, mais Paris-Orléans, le groupe Rothschild se réorganise. Pour faire simple, il décide qu'un certain nombre de ses filiales, pour qu'il les détienne directement, doivent lui apporter des parts. Et parmi ces filiales qui apportent des parts à la holding, il y a la financière Rabelais. Que découvre-t-on? C'est que dans la financière Rabelais, il y a des associés personnes physiques qui apportent leurs parts. Et on voit que Macron détient 20 parts dans la financière Rabelais. Et la réorganisation a lieu avant qu'il ne quitte Rothschild le 15 mai 2012. Chaque part vaut plus de 9 000 euros de mémoire. Et donc, ça donne un portefeuille d'actions financières Rabelais pour Macron de 380 000 euros. C'est quand même pas rien. Ça, c'est le 22 avril. Puis après, il y a l'avis de convocation définitif pour l'Assemblée générale qui a lieu en juin 2012. Et cet avis de convocation définitif, il intervient postérieurement à sa démission, le 15 mai 2012. Et donc là, on voit que Macron a disparu. Mais le nombre de parts apportées par Financière Rabelais est toujours le même. Et le nombre d'associés apporteurs est toujours le même, diminué d'un Macron. Et il y en a 2 qui, comme Macron, avaient chacun 20 parts, qui voient leur part passer de 20 à 30. Donc, c'est mathématique. Ils ont pris les parts de Macron. Et les 2 en question, ce sont ces 2 collègues qui ont été nommés associés gérants le même jour que lui, en 2011. Et donc, ces parts, soit il les a vendues
à ses deux co-associés, ex-co-associés, soit ces deux co-associés les ont en garde. Il n'y a que ces deux possibilités-là. Les millions disparus d'Emmanuel Macron, notre enquête le démontre, sont ceux de l'opération Nestlé-Pfizer. La prime de ce deal officialisé fin novembre 2012 ne figure pas dans les rémunérations déclarées par celui qui est président de la République depuis 8 ans et au cœur du pouvoir en France depuis 13 ans. Les bonus qui y sont liés, 3 à 4 millions selon notre enquête, n'ont pu être versés qu'à partir de l'exercice 2013. Le jeudi 29 novembre 2012, le deal Nestlé-Pfizer n'existe pas. Le vendredi 30 novembre 2012, il est acté, officialisé et devient effectif. C'est ce jour que l'opération obtient l'autorisation des autorités de contrôle, donnant droit, dès lors, 6 mois après le départ de Macron à l'Élysée, à la facturation de Rothschild, puis en cascade sa rétribution et en 2013, au paiement du bonus de l'ex-banquier qui a opéré et à l'intéressement des associés. Or, au titre de l'année 2013, Emmanuel Macron précise n'avoir reçu aucun revenu en provenance de Rothschild. C'est quand même très surprenant que, on ne s'étonne pas de l'origine de ces revenus d'action, ces dividendes, qu'on ne soit pas étonné que, alors que devenu associé gérant en 2011, il n'a pas de contrat de travail, ça lui est interdit, c'est bien spécifié dans tous les rapports annuels de Rothschild & Co, la holding, et qu'il déclare quand même 450 000 euros de salaire pour 1 mois et demi éventuellement d'activité de salarié, alors qu'il en a déclaré 350 000 euros l'année précédente pour une année pleine, donc. En plus, il y a des trous dans la raquette, parce que quand Macron fait sa première déclaration à la HATVP, en octobre 2014, il déclare son patrimoine à un instant T, c'est un stock de richesse, si je puis dire, et il déclare les flux de revenus sur les 5 années précédentes. Mais si ça avait été un financier qui avait fait la loi, il aurait dit « Écoute, mon vieux, tu déclares et tes intérêts, c'est-à-dire tes revenus chaque année, mais tu déclares aussi chaque année ton patrimoine, ton stock de richesse. Et tu commences par déclarer le point de départ, c'est-à-dire ton stock de richesse, ton patrimoine au démarrage. Mais ça, c'est malheureusement pas prescrit par la loi. Et ça ne l'est d'ailleurs toujours pas. Ensuite, on a vite fait de confondre déclaration d'intérêt et déclaration de revenus. Or, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle déclaration d'intérêt. Et certes, les déclarations d'intérêt couvrent les déclarations de revenus, mais c'est plus que ça. Et d'ailleurs, l'article 1 de la loi qui a créé la HATVP dit bien qu'elle est notamment destinée à prévenir les conflits d'intérêts et à y mettre fin immédiatement s'ils existent. Et Macron, là, non seulement il a profité des trous dans la raquette, mais il a interprété la loi à son avantage. Comme il déclare qu'il est associé à propos de ses revenus mobiliers, ses dividendes, il est associé dans plusieurs entités du groupe, être associé dans plusieurs entités du groupe, selon les formulaires de la HATVP, c'est un poste à responsabilité pour lequel il peut être rémunéré ou pas, apparemment il ne l'est pas, mais il aurait dû au moins déclarer les entités dans lesquelles il était associé, donc on aurait pu les identifier, et en précisant qu'à ce titre, il n'était pas rémunéré. Or, il ne l'a pas fait. Et puis après, il y a encore un autre trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'entre le moment où il fait sa première déclaration, en octobre 2014, fait générateur août, patrimoine août 2014, mais entre le 1er janvier 2014 et fin août 2014, c'est aussi l'inconnu. Et on sait qu'en matière financière, des allers-retours momentanés, ça peut s'opérer. Pas de procès d'intention, mais toujours est-il que l'opacité qui règne sur quelque chose qui devrait être quand même très simple, eh bien, elle fait se poser d'énormes questions.
En mars 2017, l'association Anticor s'était étonnée des éléments contenus dans la déclaration d'Emmanuel Macron déposée à la HATVP en 2014 quand il était ministre de l'économie et du décalage entre ses revenus et son patrimoine. Elle avait interrogé la haute autorité lui demandant de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère de cette déclaration. À l'époque, la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron, elle avait un petit peu interrogé Anticor parce qu'il nous semblait qu'il était étrange qu'Emmanuel Macron déclare à ce moment-là un patrimoine net de 200 000 euros, alors même que si on regardait ses déclarations de revenus, il avait gagné durant les dernières années, les 8 dernières années de mémoire, 3 300 000 euros. Ce qui nous semblait quand même important. Donc on se disait pourquoi est-ce que son patrimoine net est aussi faible. C'est pour ça qu'on a demandé à la HATVP d'effectuer vraiment tous les contrôles qu'elle est habilitée à faire sur cette déclaration. On a eu une réponse de la HATVP, mais c'est une réponse qui était quand même assez lapidaire en réalité. La HATVP nous a dit, alors on a regardé avec beaucoup d'attention les éléments qui font l'objet de votre signalement, mais on considère que les contrôles ont été faits et qu'ils n'ont révélé aucune anomalie sur cette déclaration. Ce qu'ils nous ont dit également, c'est que c'est soumis au secret, c'est-à-dire qu'eux, ils ne peuvent pas nous donner plus d'éléments sur la réalité du patrimoine d'Emmanuel Macron, mais que voilà, il y a eu des vérifications qui ont été faites. Nous, à partir de là, on n'a pas la capacité d'aller vérifier ce qu'a fait la HATVP. On est obligé, malheureusement, de la croire sur parole. Nous, ce qu'on espère, c'est simplement que la HATVP, elle est allée vraiment au fond de cette déclaration et qu'elle a en effet vérifié ce patrimoine et considéré que les déclarations étaient exhaustives. On peut que le souhaiter. La haute autorité aurait très logiquement dû interroger le candidat Macron en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre portefeuille d'action ?» Bon, elle ne pose aucune question. Et quand les associations l'interrogent, elle répond « Circuler, il n'y a rien à voir. La déclaration est exhaustive, sincère, etc. » Et donc, il semble que la haute autorité fait preuve d'une curiosité assez faible. Après, comment elle fait son contrôle, la HATVP? Elle le fait notamment avec l'administration fiscale, qui l'aide beaucoup, donc elle peut aller vérifier quand même les choses en voyant, voilà, c'est pas seulement du déclaratif, c'est aussi vérifier que la personne a bien déclaré la même chose au fisc, par exemple. En dehors de ça, la HATVP n'a malheureusement pas de véritable pouvoir d'enquête. C'est-à-dire que s'il y a des choses s'il y a des éléments qui sont camouflés, s'il y a des éléments qui ne sont pas publics, elle n'aura pas la possibilité d'en avoir connaissance. Et on l'a vu, parfois la HATVP avait pas fait de commentaires sur certaines déclarations de patrimoine et on a vu par la suite qu'il y avait des choses qui avaient été cachées par des hauts fonctionnaires. C'est déjà arrivé. Donc oui, ça c'est une réalité. Après, il y a une autre réalité malheureusement, qui est la question du manque de moyens de la HATVP. Le président de la HATVP a dit la semaine dernière qu'en 2024, sur 13 000 déclarations de patrimoine, il y en a en réalité 5 000 qui ont été véritablement vérifiées. Donc ça, c'est un problème aussi. Comme Emmanuel Macron, Christian Eckert a été membre du gouvernement Valls sous la présidence Hollande. De 2014 à 2017, il était secrétaire d'État en charge du budget à Bercy. La haute autorité, elle doit avoir des pouvoirs d'investigation assez forts. C'est effectivement interpellant de constater qu'une opération de fusion-acquisition que l'actuel président Macron avait suivie quand il était chez Rothschild n'a, semble-t-il, pas fait l'objet de rémunération, en tout cas pas de rémunération traçable, alors même qu'il s'agit d'opérations fort bien rémunérées pour les intermédiaires. Donc ça nous interpelle beaucoup, d'autant, je termine sur le dossier, mais que s'agissant de Nestlé, puisque c'était le cas où on n'a pas vu passer la rémunération variable de l'actuel président, il est quand même curieux que de ces derniers temps, on remarque que l'affaire Perrier, qui est une affaire extrêmement grave, une affaire d'État, je dirais, qui a été couverte, on en a maintenant beaucoup d'indices, couverte par l'Élysée, en particulier par Alexis Keller, c'était l'affaire dont M. Macron s'était occupé quand il était chez Rothschild. Donc, on voit là les conflits d'intérêts qui semblent
assez claires et la haute autorité, elle doit avoir les moyens, on l'a dit beaucoup, mais aussi la liberté, la capacité, j'allais dire le courage parfois, de mettre en avant ces conflits d'intérêts. Ces millions se sont bien volatilisés. Ils n'apparaissent nulle part. Pourquoi ? Pourquoi Emmanuel Macron n'a-t-il pas déclaré de rétribution sur ce deal à 9 milliards d'euros ? L'ex-banquier n'a-t-il pas été payé ? A-t-il été manipulé ou escroqué ? Ce dirigeant qui ose tout, qui plie à sa seule volonté tout un pays, son expression, ses règles, son paysage politique, l'esprit de ses institutions, qui ne renonce à rien malgré les défaites ou les désaveux, a-t-il été maltraité par l'employeur qu'il a choisi, repéré, recruté et promu à vitesse grand V avant de passer et de se consacrer à la chose publique, la conquête et l'exercice du pouvoir ? Emmanuel Macron est-il le plus mauvais banquier d'affaires de la planète, le bonnet de l'histoire, lui le génie qui réalise l'opération de l'année, faisant la fortune de son employeur et des associés de Rothschild dont il fait partie ? Cet homme-là, venu faire de l'argent de la banque, vite et beaucoup, admiré pour sa maestria, serait-il le seul à ne pas être rémunéré dans un monde où la réussite se récompense par une série de zéros alignés derrière un premier chiffre ? Ou alors, a-t-il fait le sacrifice de plusieurs millions d'euros ? Pour la gloire, par philanthropie. Pour qui ? Pourquoi ? Pour quelle cause le conseiller acquéreur Macron aurait-il laissé la part qui lui était due pour avoir rapporté entre 65 et 85 millions à Rothschild après avoir imaginé et arraché ce rachat pour Nestlé, un client qu'il a ramené puisqu'il ne figurait pas au portefeuille de son employeur ? En sens inverse, la banque, réputée pour soigner ses associés et ses collaborateurs, a-t-elle pu maltraiter celui que tout le monde considérait comme son meilleur élément, devenu ensuite l'homme qui avait la main sur les dossiers économiques et financiers du pays à l'Élysée, puis ministre de l'économie, avant d'atteindre le sommet de la pyramide en se faisant élire chef de l'État ? Sur vos révélations, déjà moi je ne sais pas si elles sont avérées. Si il se trouve qu'elles sont avérées, c'est potentiellement pour le coup de la fraude fiscale. Mais ce que je voudrais dire, c'est que là, on n'est pas dans la question du contrôle de la HATVP ou pas. On est sur un responsable public qui aurait commis de la fraude fiscale. Donc ce serait potentiellement extrêmement grave. Mais on est vraiment sur toute autre chose, mais de très grave, ouais, potentiellement. Il est des histoires à dormir debout, qu'on peut être tenté parfois de raconter aux enfants. Mais il y a des limites à tout. Cette histoire, telle qu'elle nous a été racontée, pour citer le titre d'un de ces films dont le locataire de l'Élysée adore citer les répliques entre garçons en fumant le cigare, ne casse pas, vraiment pas, 3 pattes à un canard. Voilà. Je vous invite et vous recommande chaudement d'aller sur notre site blast-info.fr, lire l'enquête de Christophe David à la recherche des millions envolés de Nestlé et du président de la République. Sur et autour d'une affaire qui n'a pas dévoilé encore tous ses secrets. Avec, à suivre et très rapidement, un second volet et de nouvelles révélations. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir notre travail, nos investigations et les journalistes du pôle enquête de Blast pour que nous continuions ce travail d'intérêt public en nous permettant de le financer. Vous pouvez vous abonner sur notre site, je vous redonne l'adresse pour la bonne cause, www.blast-info.fr, ou également prendre des parts sociales dans Blast, qui est une entreprise solidaire de presse et qui mérite votre soutien. Merci d'avance d'être là avec nous.